Salutations fraternelles et patriotiques, c'est moi Zulu Diabanza. Je suis un activiste panafricaniste, porte-parole de l'organisation Unité, Dignité, Courage. Je mène un combat depuis pour la libération de l'Afrique, qui implique notamment la libération de la République démocratique du Congo, mais aussi pour la restitution de notre patrimoine. La MONUSCO, il faut remonter d'abord dans l'histoire qui unit la République démocratique du Congo et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, parce que la MONUSCO n'est qu'une mission envoyée par l'ONU pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région de Grand Lac, mais principalement en République démocratique du Congo. C'est conformément à l'esprit et la lettre de la charte de l'Organisation des Nations Unies dans son article 24, qui justement attribue à l'Organisation des Nations Unies ses rôles de maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Nous étions le 14 juillet 1960. Après l'accession de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960 à l'indépendance, 10 jours après seulement, 10 jours après, les casques, le béret rouge et le parachutiste commando belge ont fait un coup d'État. Un coup d'État contre la souveraineté et l'indépendance du Congo. Ce coup d'État va placer la République démocratique du Congo dans une situation d'insécurité, d'instabilité permanente. Parce que c'était 10 jours après, rappelez-vous, nous étions dans une lutte pour l'indépendance. C'était un État qui naissait, un État jeune, un État qui venait de naître et qui avait justement, comme on le sait, toutes les difficultés politiques, économiques, sécuritaires que peut avoir un nouvel État, avec une élite politique naissante, nouvelle, qui justement n'était pas habituée à la gestion des affaires de l'État. 12 juillet 1960, le gouvernement de la République démocratique du Congo, conduit par l'éminent Patrice Emery Lumumba, fait appel à l'Organisation des Nations Unies, conformément à ses engagements, pour venir participer justement au maintien de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Le 14 juillet, le gouvernement de Kinshasa, du Congo, va avoir l'avis favorable et l'envoyé de troupes, notamment de l'ONU. Alors l'ONU va décider à travers son Conseil de sécurité, en votant une résolution permettant justement l'envoi de cette mission pour la stabilité, la sécurité et la paix en République démocratique du Congo. Et cette mission sera appelée la MONUC, la mission d'observation, la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo. Le mandat de cette mission, c'était du 14 juillet 1960 au 30 juin 1964. Pendant cette période, du 14 juillet 1960 jusqu'au 30 juin 1964, on va assister à énormément de choses, des situations inexplicables, rocambolesques. Ça sera d'abord les conflits au sommet de l'État congolais entre notamment les protagonistes, Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu. Les conflits avec la rébellion qui va éclater par-ci par-là en République démocratique du Congo, notamment la rébellion avec Antoine Gizenga et autres, la rébellion avec Kalonji Moulopoué, la rébellion avec notamment après l'assassinat de Lumumba, Antoine Gizenga. Donc il y a eu une situation inexplicable. Cette situation va conduire à la mort de Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo, l'ennemi à abattre justement de la Belgique et de toutes les puissances qui voulaient justement déstabiliser la République démocratique du Congo après son accession à l'indépendance et à la souveraineté nationale tant internationale. L'assassinat de Patrice Emery Lumumba, on va assister notamment aussi à l'assassinat de Dagan Marshall, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui va perdre la vie, notamment en septembre 61, à Ndola. C'est-à-dire c'est une ville frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Son avion ne va jamais atterrir. Il sera abattu justement à cause de ces questions, notamment de l'ONU. 1961, 1963, l'ONU va s'impliquer justement pour stabiliser la République démocratique du Congo. Je précise que l'ONU s'implique sous les injonctions des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et de la Belgique, qui vont justement parce que la Belgique est le porte-parole, si vous voulez, du Congo vis-à-vis des Américains. C'est la Belgique qui va suffler aux Américains la nécessité d'assassiner Patrice Emery Lumumba. C'est la Belgique qui va insuffler aux États-Unis, aux Américains, la nécessité de neutraliser Joseph Kasavubu. C'est la Belgique qui va insuffler aux Américains la nécessité d'installer Mobutu au pouvoir. Plus loin, c'est la Belgique encore qui va insuffler aux États-Unis, aux Américains, la nécessité
de chasser Mobutu au pouvoir. C'est la Belgique qui viendra encore insuffler la nécessité d'amener Mouzé Laurent Désiré Kabila au pouvoir. C'est la Belgique qui va insuffler la nécessité de choisir Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo. C'est la Belgique encore qui reviendra quelques temps après pour insuffler notamment la situation qu'on voit en République politique de la République démocratique du Congo avec l'arrivée des Félix et tout consort. Donc, elle est parce qu'il fallait imposer un nouvel ordre voulu par la Belgique, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Ce nouvel ordre, c'est que avant l'indépendance, doit rester après l'indépendance. La République démocratique du Congo ne doit en aucun cas prendre sa responsabilité en tant qu'État souverain. Parce que rappelez-vous, entre 1951 et jusqu'à 1959, il y a eu la création de ce qu'on a appelé un syndicat de défense des intérêts du Congo. Ces syndicats a été créé par les familles Rockefeller et Rothschild. Pour eux, la République démocratique du Congo, le Congo doit rester justement aux mains de puissances économiques et politiques de l'Occident. C'est ça le péché justement de ces pays, compte tenu de ces ressources immenses et justement de la volonté qui anime depuis longtemps les peuples européens, ou si vous voulez une minorité de l'oligarchie européenne, notamment des anglo-saxons, d'exterminer les populations autochtones du Congo pour avoir leurs terres. Ce n'est pas nouveau, parce qu'ils l'ont fait en Australie, ils ont exterminé les autochtones pour avoir leurs terres. Ils l'ont fait justement aux États-Unis d'Amérique, ils ont exterminé les autochtones pour avoir leurs terres. Ils l'ont fait au Canada, ils l'ont fait un peu partout. Eux, c'est leur stratégie de faire. Ils l'ont fait dans les Caraïbes, dans les Antilles. Détruire, exterminer les populations autochtones, c'est ça l'enjeu principal. Et prendre ces terres. Mais comment faire? Parce que nous étions déjà au lendemain des mouvements des indépendances. Donc les Africains ont pris leur destin en main. Alors il fallait revêtir la peau de l'agneau. Il fallait que les criminels, les faucons et le félin revêtissent la peau de l'agneau. C'est alors que les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, y compris la Belgique, ce qu'on appelle communément dans le milieu diplomatique la troïka occidentale, ont fait en sorte que les Nations Unies puissent revêtir justement ces complots internationaux ou cette conjuration mise en place contre le Congo à travers les voies de l'Organisation des Nations Unies, dont notamment l'article 24 de la Charte accorde à l'Organisation des Nations Unies le droit sacro-saint de veiller justement au maintien de la paix et à la sécurité dans le monde. Donc la mission de l'Organisation des Nations Unies arrive dans ces conditions-là. Les différentes rébellions vont surgir au Congo. L'ONU va conséquemment appuyer Mobutu dans ses affaires. Mobutu va jusqu'à exterminer tous ceux qui n'étaient pas dans le camp des Américains, des Belges et des Anglais, notamment Moulele, Kizenga qui va prendre la fuite, Lumumba qui sera assassiné, Kasavubu qui sera maîtrisé, Moulele qui sera découpé en morceaux. Mobutu qui va demander de découper Moulele, de découper même la mère de Moulele. Et on l'a retiré les yeux pendant qu'il vivait encore. On l'a retiré les yeux, les oreilles. Quelle cruauté, quelle barbarie. Un fils du pays devait sacrifier ses frères parce que les Américains lui ont demandé de faire ces sales boulots. Donc, voilà comment est-ce que dans cet imbroglio, Mobutu va se consolider. L'ONU va stabiliser le Congo. C'est la première mission de stabiliser, mais pas pour le bénéfice du Congo, pour maintenir un ordre selon lequel la souveraineté et l'indépendance du Congo seront hypothéquées et que ces nations-là, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, notamment aussi d'autres pays comme la France, vont prendre en otage la République démocratique du Congo. Le 30 juin 1964, officiellement, la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo, la MONUC, prend fin. Mobutu va, dans ces cas-là, les Américains vont lui dire on a fait le travail, tu as maintenant tes propres hommes, on a formé ton armée, nous on va partir, tu prends maintenant la direction de ces pays. Parce que l'Organisation des Nations Unies en question, c'est quoi? C'est les États-Unis, la Belgique et la Grande-Bretagne qui acceptent que Mobutu soit maintenant le maître du pays. Raison pourquoi vous verrez Mobutu sera reçu en pompe aux États-Unis d'Amérique, en Grande-Bretagne, en Belgique, où il sera l'ami carrément des Occidentaux, donc de la troïka occidentale. Puis il va associer progressivement la France parce que la France est un pays qui a notamment un droit de veto au sein du Conseil de sécurité en tant que membre permanent. C'est alors que les choses vont évoluer ainsi en République démocratique du Congo, la République du Congo, qui redeviendra le Zaïre sous l'impulsion de Mobutu. Alors, il y avait 4 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qui dirigeaient le monde de façon verticale. C'est eux qui imposaient la loi. Parce que l'ONU est née en 1945. Et les 4 membres permanents, ce sont ceux qui étaient considérés comme les alliés, ceux qui ont vaincu Adolf Hitler. Il y a la Russie, il y a les États-Unis,
il y a la Grande-Bretagne, il y a la France. Le point commun, vous verrez, tous ces pays ont le même drapeau, la couleur rouge, bleu, blanc. Ils l'ont fait chacun à sa manière, mais ils ont le même drapeau. Un jour, je reviendrai dessus. Donc, ce sont les 4 pays membres permanents qui dirigeaient le monde à leur manière. La Russie, l'URSS de l'époque, avait sa zone d'influence qu'on appelait le bloc de l'Est. Les pays qui étaient sous la coupole de la Russie et qui constituaient l'empire, j'allais dire, de l'URSS. Le grand empire de l'URSS, d'où l'URSS régnait en maître. Ces pays-là étaient de ces blocs-là. Ensuite, il y a eu notamment l'empire américain, les États-Unis d'Amérique qui gouvernaient le monde, qui gouvernaient le Proche et le Moyen-Orient. Il y avait l'empire britannique en Asie, mais aussi en Afrique. Donc ils étaient en Inde, ils étaient en Chine, où ils imposaient à un moment leurs lois, leurs doctrines. Ils étaient partout. En Chine, par exemple, ils ont pris Hong Kong. Donc ils étaient partout, l'empire britannique. Et puis il y avait l'empire français qui gouvernait la quasi-majorité de l'Afrique et était soutenu par la Belgique, hein, la Troïka occidentale, à qui notamment on avait remis le Congo. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Congo appartenait à la couronne britannique. C'est pendant la période coloniale. Voilà, c'est la couronne britannique qui va décider justement de donner à leurs cousins germains, notamment le roi de Belge, la responsabilité, je dis bien, de gérer le Congo. Ça faisait partie de l'Empire britannique, le Congo. Donc, c'est pourquoi Henri Monton-Salaï et David Livingstone vont être financés justement par la couronne d'Angleterre pour explorer les sources du Nil et explorer véritablement le Congo. Donc, voilà le contexte où les 4 pays membres permanents du Conseil de sécurité vont diriger l'ONU comme bon leur semble. Ils vont se partager le monde. Alors, les choses vont changer en 1961. Je rappelle déjà que là, il y a les rébellions qui ont pris les rébellions de Bumba Mowasso, toutes ces rébellions 68, 69, toutes ces rébellions qui, à un moment donné, obligeaient Mobutu à faire appel à ses amis occidentaux de façon bilatérale. Mobutu coopérait avec la Belgique, la France, les États-Unis et le Maroc, qui jouaient les gendarmes. Parce que l'armée de Mobutu n'était rien, n'était qu'une armée de nom. Tout le combat était mené justement par ces commandos venus de ces pays qui aidaient l'armée de Mobutu à repousser toutes ces rébellions. En 1971, la Chine devient membre du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Pour isoler la Russie, l'URSS, les Américains vont accepter le départ de la Chine-Taïwan et vont faire entrer la République populaire de Chine, la Chine communiste, en faisant sortir justement la Chine nationaliste, notamment Taïwan. C'est alors que la Chine vient au sein de l'ONU et le poids de la Chine fait en sorte que les États-Unis d'Amérique, il faut souligner en ce moment, il y a eu une dispute entre notamment la Chine de Mao et la Russie et l'URSS. L'URSS voulait que Moscou soit le siège du communisme, le siège du communisme international. Mao a refusé. Mao a dit que le communisme chinois n'est pas aliéné au communisme russe. C'est pourquoi vous verrez dans l'histoire du communisme, on parlera du stalinisme, du léninisme et du maoïsme. Donc, Mao impose ses empreintes avec les réalités chinoises, dit que Pékin sera justement le siège du communisme international. C'est cette brouille-là, cet embrouille qui fait que la Chine s'éloigne de l'URSS. Et les États-Unis profitent justement sur ce, acceptent le départ sous la proposition de l'Albanie. Ils acceptent d'abord que la Chine devient membre de l'Organisation des Nations Unies, votée à quasi-majorité de membres de l'Assemblée, notamment nationale, de l'Assemblée générale, j'allais dire, de l'Organisation des Nations Unies. Et la Chine en devient membre. Les États-Unis profitent de cette bruit pour isoler la Russie, l'URSS, acceptent à ce que la Chine devienne membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, on en vient maintenant à 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Dans sa tradition de l'Empire du Milieu, la Chine joue souvent les équilibristes. Il est souvent au milieu. Donc le monde sera de 2 blocs. Après, il y a eu le sommet de non-alignés qui fait que beaucoup de pays ont refusé de s'aligner, notamment de par la façade, ni derrière les États-Unis, ni derrière l'URSS, et ils vont créer le mouvement de non-alignés. Donc la Chine va porter la voix, notamment de beaucoup de pays, qui étaient justement des pays, soit à un moment donné matés par l'URSS, à un moment donné matés par les États-Unis d'Amérique, et de pays qui étaient, si vous voulez, écartés justement des affaires du monde, des pays africains et des autres pays asiatiques. Ce qui va amener un peu
l'équilibre au sein du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Je vais ouvrir une parenthèse. Cette parenthèse, je vais en parler plus loin pour que l'on comprenne les racines du problème fondamental de la République démocratique du Congo avec l'ONU. Je disais que l'ONU a été créée justement par les premiers ministres britanniques et le président américain, et notamment un secrétaire. Le secrétaire, c'est celui qui est aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU, c'est le secrétaire du président américain et du premier ministre britannique. Parce que c'est eux qui gouvernent là-bas au sein de l'ONU. Or, ce sont les Britanniques qui ont créé l'État d'Israël. La première armée, la première police et la première gendarmerie, c'est formé par les Britanniques. Ce sont les Britanniques qui ont dit que cette terre-là appartenait aux Juifs. Ce sont les Britanniques. Et ce sont les Américains qui veillent à la naissance de l'État d'Israël, qui bloquent toutes les résolutions de l'ONU en faveur de l'Israël. Pourquoi je parle de ça? En 1973, le président Mobutu fait un discours sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies, d'où le président Mobutu fait le choix entre l'Égypte et l'Israël. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Pour lui, son frère, c'est l'Égypte et son ami, c'est Israël. Ce qui était un affront vis-à-vis d'Israël et des autres pays. Alors, l'Israël va décider définitivement que la République du Zaïre, la République démocratique du Congo, sera soumise par d'autres forces, sera dirigée autrement. L'histoire vient 3 ans après. 3 ans après, les forces du Front de la libération de la Palestine, qui sont associés notamment à tous les frères arabes, notamment l'Égypte et tout consort, tous les pays arabes. C'est comme ça qu'Israël voit les choses et les pays du monde occidental. Ces mouvements de libération vont détourner un appareil Air France qui quittera Tel Aviv pour Paris. Ils vont les détourner et amener, si vous voulez, les otages en Ouganda. Ouganda dirigé par Idi Amin Dada. En 1976, 3 ans après le discours du président Mobutu sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Depuis lors, les Mossad et la CIA et l'MI6, le service secret britannique, n'ont plus jamais quitté l'Est de l'Afrique. Ils vont travailler jusqu'à renverser Idi Amin Dada de 1976. En 1979, ils vont travailler et Idi Amin Dada sera renversé en 1979. Le président américain, je précise, c'est un président démocrate, Jimmy Carter, fera une déclaration de dire que ce qui s'est passé entre 1976 et 1979 et 80 en Ouganda a choqué le monde civilisé et le monde, je précise, retenez bien les termes, a choqué le monde civilisé et le monde démocrate. Les termes démocrates, retenez bien. C'est une affaire des dirigeants démocrates américains, laissés dans le bureau ovale par Jimmy Carter. Ce qui fera en sorte que les services secrets israéliens, pour punir Mobutu, et les services secrets américains et tout, vont s'installer définitivement à l'est de la République démocratique du Congo. Et vont vouloir, ce que je vous disais, notamment la stratégie des anglo-saxons, de faire en sorte d'exterminer les autochtones pour donner à une autre population, c'est-à-dire eux, les anglo-saxons, qui puissent prendre les territoires. Or, dans la pensée messianique israélite, il est dit que en 1978-1980, il y a des écrivains qui vont écrire que les terres promises d'Israël, ce n'est pas là où ils sont, c'est à l'est de l'Afrique. Parce qu'à l'est de l'Afrique, les professeurs Cheikh Anta Diop l'a résumé, c'est là que sont partis, c'est le berceau civilisationnel de l'Afrique. D'où sont partis nos ancêtres qui sont allés bâtir même l'Égypte antique. Donc vous comprenez aisément les enjeux qu'il y a, qui représentent l'Est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la région de Grand Lac, en partant de l'Éthiopie jusqu'en Tanzanie, passant par la République démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Voilà les véritables enjeux. Donc il faut exterminer les populations autochtones. Je vous rappelle une chose, quand vous allez de l'autre côté, vous verrez qu'Israël est un pays qui a été bâti sur les terres palestiniennes, les terres arabes. Ces terres ne les appartiennent pas. Mais ils ont créé un État, un petit État qu'ils ont eux-mêmes soutenu, qu'ils ont eux-mêmes armé, qu'ils ont eux-mêmes donné de la logistique. Donc, cette réalité israélite est transposée au Congo. Parce que regarde ce qui se passe avec la MONUSCO. C'est ce que l'armée israélienne fait avec la population palestinienne.
Quand on tire sur des enfants, sur des bébés, ça choque les mois du monde. Mais qu'est-ce qui se passe après? Rien. Israël maintient ses positions et son armée. C'est ce que l'ONU est en train de faire. Tout le monde a vu comment ils ont franchi les frontières d'un État souverain. Donc, la même stratégie qui a été faite en Afrique du Sud avec l'apartheid, où la minorité militaire a créé un État en Afrique du Sud, c'est ce qui s'est fait en Israël, c'est ce qui s'est fait aux États-Unis, avec notamment la ségrégation. Et c'est ce qu'on voit partout où ils passent les anglo-saxons, c'est leur stratégie. Donc, en 1973, Mobutu va faire ses discours et l'ONU, l'Israël, va jurer définitivement contre la République démocratique du Congo, qui a choisi l'Égypte. Voilà où commencent les grosses affaires, les enjeux véritables de la République démocratique du Congo. Donc on avance, les services secrets, je disais, sont là, Idi Amin Dada est parti. En 1992, il y a les conflits entre le FPR, le Front patriotique rwandais, dirigé par Paul Kagame, créé par Yoweri Museveni, en réalité par les Américains, pour donner bras armé justement aux anglo-saxons pour basculer l'Est de la République démocratique du Congo et tout l'Est de l'Afrique qui doit être anglophone et anglo-saxonne, contre les velléités françaises qui étaient là-bas au Rwanda, qui soutenaient justement le président Juvenal Habyarimana Bonaventure. Le parachutiste et commando belges vont jouer un rôle essentiel. Comme je vous disais, c'est toujours la Belgique. C'est toujours les Belges qui ont dit aux Hutus qui sont inférieurs et aux Tutsis qui sont supérieurs. C'est toujours la Belgique. On en arrive en 1992, je disais, il y a eu la confrontation entre l'armée rwandaise et le FPR de Paul Kagame. Le FPR de Paul Kagame et l'armée rwandaise vont se combattre jusqu'en 1992. Ils vont aller se mettre d'accord avec ce qu'on a appelé les accords d'Arusha en Tanzanie, où ils vont aller signer des accords de négociation politique et de partage du pouvoir. Le président Mobutu était parmi les présidents qui sont allés là-bas. D'ailleurs, il a failli perdre sa vie, selon toute vraisemblance. La deuxième fois, quand ils sont allés en 1994, parce qu'au retour, c'est là où le président rwandais, Juvenal Habyarimana Bonaventure, sera abattu. D'où le commando, le parachutiste commando belge et les militaires belges au sein de l'ONU, je précise, au sein de l'ONU, ont participé dans ces complots, dans cette conjuration pour abattre l'avion du président Juvenal Habyarimana Bonaventure, en planifiant justement les massacres qui s'en est suivi. Parce qu'ils étaient tous au courant. Raymond Dallaire, qui était le commandant, le colonel canadien, commandant de force de la MINUAR, de la mission de l'Organisation des Nations Unies, justement au Rwanda, en a témoigné. Donc je disais, l'ONU ne vient que lorsqu'il y a ces accords-là, les accords de maintien de paix. Parce que le 14 juillet 1961, les Congolais sont allés dans une discussion. Ils se sont mis un peu d'accord, ils ont signé des accords politiques. C'est alors que l'ONU est venue. Donc l'ONU a toujours cherché la porte d'entrée par des accords politiques. Alors il y a eu les accords d'Arusha. Les accords d'Arusha ont obligé l'ONU d'envoyer une mission pour le maintien de la paix et de la sécurité. Ou au Rwanda, pour veiller à l'application de ce qu'on a appelé les accords d'Arusha. La mission d'observation ou la mission de l'ONU, MINUAR, au Rwanda, va voir les jours. Selon toujours l'article 24 de la charte de l'Organisation des Nations Unies qui octroie justement à cette institution, si vous voulez, le rôle de maintien de paix et de la sécurité. Maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. C'est alors que la MINUAR va arriver. Et lorsque la MINUAR arrive en 92, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne et la Belgique, comme ce sont des pays qui travaillent justement pour leurs intérêts, vont faire en sorte que cette mission soit sous la botte, comme d'ailleurs d'habitude, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, insufflée par la Belgique. Alors ils vont travailler les résolutions. Beaucoup de résolutions vont être votées, conformément maintenant à la charte de l'Organisation des Nations Unies, à son chapitre 7, qui octroie à l'ONU beaucoup de missions d'observation, de maintien de paix. Donc beaucoup de résolutions vont être votées pour consolider justement le pouvoir de la MINUAR. Et ainsi de suite, tous les autres pays qui ne sont pas pour la stratégie américaine vont être isolés. C'est alors qu'en 1994, l'arrivée du président américain Bill Clinton va présenter devant les yeux du monde entier Paul Kagame et Yoweri Museveni comme la nouvelle espèce de dirigeants démocrates africains qui vont réussir de conduire l'Afrique vers une démocratie politique apaisée. C'est toujours un démocrate. Il ouvre ce que je vous disais avant, laissé par celui qu'on a appelé
Jimmy Carter, le président américain que je vous disais, lors de 1976 en 1979. Donc, Bill Clinton répond justement à ce qu'on appelle la notion de la continuité de l'État. Donc, le Rwanda va se consolider. Paul Kagame va avoir le soutien notamment des États-Unis, de la Belgique et de la Grande-Bretagne pour aller de l'avant. Ils vont aller massacre à massacre jusqu'au 6 avril 1994 où ils vont abattre l'avion du président Cyprien Ntaryamira du Burundi, le président Juvenal Habyarimana Bonaventure du Rwanda et le président Mobutu qui avait échappé justement à la mise à mort parce qu'il n'a pas pris l'avion, le même avion que ses homologues. Mobutu, normalement, devait aussi mourir. Parce que le plan, on va le voir quelques temps après. Parce que les États-Unis d'Amérique, la Belgique va insuffler aux Américains et aux Britanniques la nécessité d'écarter Mobutu dans le jeu politique. Et Mobutu sera justement mis à mal. D'ailleurs, vous vous rappellerez que pendant cette période, Mobutu n'assistait plus aux sommets internationaux. Donc il sera isolé. Voilà, il était aussi malade et il était très isolé dans la scène politique et diplomatique internationale. Donc, en 1994, la mort d'Habyarimana, il y a le génocide rwandais. Je précise que le génocide rwandais a déjà eu lieu au Biafra, au Nigeria. Les anglo-saxons ont combattu les francophones. Les Français ont crié au génocide. Les deux forces se sont combattues et finalement, les Français tués de l'autre côté, les deux communautés vont s'affronter. L'un comme l'autre vont avoir l'appui, les anglophones et les francophones, l'appui des anglophones et des francophones. Les Français vont faire la guerre, exterminant de l'autre côté. Les Anglais et les Britanniques vont faire la guerre, exterminant de l'autre côté. C'est ce qui a créé le massacre du Biafra entre 67 et 69. Cette même réalité, on va la revoir au Rwanda. Je précise que ce sont les Français qui ont exterminé une partie des Hutus, des Tutsis, qui faisaient partie de la garde de Kagame et des Anglo-Saxons. Et ce sont les Américains et les Anglais qui ont exterminé le Hutu. En partant d'abord du Rwanda, parce qu'ils faisaient partie de l'autre côté, soutenus par la France. Donc les deux forces-là se sont combattues au nom de leurs intérêts, et utilisant notamment des Africains, comme ils l'ont fait à la guerre du Biafra, et comme ils l'ont fait justement à la guerre entre Hutu et Tutsi. Voilà la situation maintenant. Alors l'ONU va demander à la République démocratique du Congo, sous la présidence de Mobutu et le gouvernement conduit par Léon Lobich Kengo-Adondo, de permettre à ce que le réfugié rwandais vienne au Congo. Le Zaïre dit il faut ouvrir un couloir humanitaire, d'où on fera la sélection entre ceux qui sont armés et ceux qui ne sont pas armés. L'ONU refuse, sous injonction des États-Unis d'Amérique. On laisse tout le monde rentrer. Tout le monde est rentré. Y compris les Interamwe, y compris des milices, y compris des forces armées, y compris. Tout le monde est rentré au Congo. À partir de 1994-95, 96, le massacre commence. Paul Kagame commence ses incursions, notamment du côté du Congo, pour exterminer la population. Et à chaque fois qu'ils exterminent le Hutu, parce que je vous disais, n'oubliez pas l'objectif. L'objectif, c'est d'exterminer les populations locales pour que les anglo-saxons prennent ces terres-là de l'Est de la République démocratique du Congo, qui doit devenir en contrepartie un État. Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, l'a si bien dit. Donc voilà les enjeux véritables. Il y a l'extermination d'abord de populations. Parce que n'oubliez pas que les Indiens d'Amérique ont été exterminés, les autochtones d'Australie ont été exterminés. Nous-mêmes, on a failli être exterminés avec les razzias négrières, ce qui a donné l'esclavage et autres. Et différentes étapes de la colonisation étaient pour nous exterminer parce que les Belges devaient prendre le Congo définitivement. Donc voilà, l'ONU va laisser ces champs-là rentrer. Je dis bien l'ONU. Et la crise va commencer. Lorsque la crise s'éternise, Paul Kagame va commencer à faire ses incursions pour aller sous prétexte d'exterminer justement les Hutus qui sont là-bas. Et à chaque fois qu'il arrive, lorsqu'ils exterminent les Hutus, ils exterminent aussi les populations avoisinantes du Congo. Les massacres commencent en 1996. Le plus grand massacre sera maintenant le massacre de Tingi et de Lubutu. Entre février et mars 1997, on va exterminer le réfugié rwandais dans le camp de réfugiés de Tingi. L'ONU présente et les ONG occidentales présentes. Ils vont exterminer. C'est alors que si la République démocratique du Congo doit parler d'un génocide et doit parler du début des massacres, j'ai dit que ça a commencé vers 1996, mais la date qu'il faut retenir, c'est la date de février-mars 1997, avec le massacre des Tingi. Ce massacre des Tingi, je vous assure, sera l'un des plus grands massacres, parce que ce massacre va exterminer près de 260 000 réfugiés Hutus,
rwandais dans le camp de réfugiés à Tingi-Tingi. Et les autres vont prendre la fuite pour aller justement prendre la voie pour courir et traverser de l'autre côté de la rivière. C'est là qu'il va conduire les forces rwandaises vers Lubutu où ils vont exterminer encore le reste. Comme ça, dans les rues, tirés à bout portant, hommes et femmes, surtout les enfants. Les femmes enceintes ont été exterminées, les enfants, les pauvres enfants ont été exterminés. 260 000 réfugiés. Ce massacre, je vous disais, sera le plus horrible et le plus terrifiant parce que ça va partir de l'Est, le nord-est de la République démocratique du Congo vers Kisangani, jusqu'au fin fond, 250 km de Kisangani en profondeur jusqu'au nord-ouest de la République démocratique du Congo. D'où on va retrouver les forces rwandaises, vont commencer à Kisangani, d'abord vers Goma Bukavu, vers Tingi-Tingi, donc je suis en train de dire à l'est. Ils vont monter Kisangani jusqu'au vers Bwende, vers l'Équateur. Vous imaginez, on quitte l'est pour l'ouest de la République démocratique du Congo. Donc tous ces territoires, ils vont massacrer, exterminer. Les États-Unis d'Amérique, tous les ONG occidentales et l'ONU elle-même, elles ont fait ce qu'on appelait le rapport. Ces rapports-là qu'on appelle le rapport mapping. Les États-Unis d'Amérique ont imposé à ces ONG, y compris à l'ONU, de ces terres. Pourquoi? Parce que ce sont les forces américaines et les forces belges et les forces anglaises au sein de l'ONU et au sein justement derrière le soutien du FPR du Rwanda qui ont massacré toutes ces populations. Donc, parce que c'est les États-Unis, personne ne doit parler. Toutes les ONG que vous entendez aujourd'hui parler du génocide congolais commençant vers le 2 août sont des ONG qui sont, si vous suivez en profondeur, financées par les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que la deuxième guerre du Congo le 2 août 1998, c'est lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila met à nu ces massacres-là. L'ONU a dit à Mouzé, on veut venir enquêter sur les massacres de février-mars 1997 du rapport mapping. Mouzé Laurent Désiré Kabila a dit, venez, je vais vous amener jusqu'en Équateur, là où il a bien dit qui? Les forces rwandaises de Paul Kagame ont fait les massacres. L'ONU sait que parmi ces forces rwandaises, il y avait des Américains, des Britanniques et des Belges. Parce que Kabila était là, avec les forces de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Il sait ce qui s'est passé. Voilà le massacre du Congo, le plus grand massacre et le plus grand horrible, je précise. Février-mars 1997, le massacre est connu sous le nom du massacre de Tingi-Tingi et de Lubutu. C'est là qui va nous conduire jusqu'à Bwende, jusqu'au nord, vers l'Équateur, où on va massacrer des paisibles citoyens. Je précise, 260 000 réfugiés Hutus et toutes les populations avoisinantes, y compris les pygmées dans des forêts. Ce qui ramène le nombre connu et dont tout le monde est d'accord, le nombre de 650 000 individus massacrés pendant ces génocides. Toutes les populations avoisinantes, je précise, sont congolaises. Ce sont les populations congolaises, notamment les populations qui sont venues du Rwanda ancien, qui se sont dit qu'ils sont congolais, qui sont là, les populations outre et les populations congolaises autochtones, parce qu'ils étaient témoins oculaires de ces massacres-là. Donc, il ne faut pas laisser des traces, il faut massacrer. Et pourquoi on ne parle pas de ces massacres de février-mars 1997? C'est la date du commencement du massacre et du génocide du Congo. C'est parce que les États-Unis d'Amérique ont dit tout le monde se tait. Parce que ce sont les Américains qui financent en grande partie l'ONU et la Grande-Bretagne. Donc voilà, et comme il s'agit du Congo, la Belgique, du Congo et du Rwanda, vous savez que le Rwanda, Urundi, sous la colonisation, font partie des territoires colonisés par la Belgique, qui d'ailleurs ont mis dans la tête de pauvres Tutsis une quelconque supériorité que l'État d'Israël va répandre dans son compte, parlant de la théorie messianique des 12 tribus d'Israël, y compris des tribus africaines, d'où on parle des Tutsis, on parle de Falacha, on parle des Vemba, des Lemba, notamment en Afrique, on parle des Yakuba en Côte d'Ivoire. Voilà les mêmes théories qui continuent. Donc, voilà le rôle de l'ONU depuis 1994, d'où on voit ces massacres horribles qui commencent sous les yeux de l'Organisation des Nations Unies, qui se tait aujourd'hui. Alors, on arrive en 1998. Il y a notamment la deuxième guerre du Congo qui éclate, parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila a compris ce que les Américains font, et les Britanniques, et les Belges, derrière le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Mouzé Laurent Désiré Kabila dit à partir d'aujourd'hui, niet, le Rwandais, vous rentrez chez vous. C'est fini, parce que vous êtes des néocolons au service des anglo-saxons. Et qu'est-ce qui va se passer? Les États-Unis d'Amérique vont déclencher et déclarer la guerre
à la République démocratique du Congo, plus précisément au nationaliste Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui revient maintenant sur les bases de Patrice Emery Lumumba, de tous les nationalistes du Congo. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Angola, la Namibie, le Zimbabwe. Vous allez comprendre pourquoi ces trois pays. Parce que ces trois pays, traditionnellement, sont de l'autre bloc. Ils sont derrière Cuba, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Parce que tout le monde le sait, que c'est la Corée du Nord qui a formé la rébellion du président Robert Mugabe. Donc traditionnellement, Robert Mugabe avec la ZANU-PF se déclare, ce que je vous disais avant, un mouvement léniniste, maoïste et staliniste, je pense, le 3, c'est-à-dire communiste en bloc. Donc, naturellement, il est de l'autre côté. L'Angola, on le sait, comme je le disais, Cuba et Russie et consorts. Et puis, la Namibie, frontière avec l'Angola, et la Namibie a été soutenue justement par ces forces-là pour son indépendance. Donc, on voit aisément la deuxième guerre du monde, qu'on appelle la deuxième guerre mondiale africaine, va scinder trois pays notamment. 6 pays traditionnellement, 3. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe, qui vont soutenir Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et les autres vont soutenir le RCD Goma et le MNC de Jean-Pierre Bemba, au service de l'Ouganda et du Rwanda, qui vont rentrer au Congo pour justement faire la guerre. En 1999, on impose ce qu'on a imposé autrefois au FPR et à l'armée, au gouvernement rwandais dirigé par Juvenal Habyarimana Bonaventure, qui a donné naissance aux accords d'Arusha, qui a déclenché notamment la mission des Nations Unies au Rwanda, conformément à l'esprit et à la lettre de la charte de l'Organisation des Nations Unies, pour veiller au maintien de la paix et de la sécurité et garantir l'application des accords d'Arusha. Donc ça va se refaire au Congo. Nous sommes allés à Lusaka. Vous avez entendu parler des accords de Lusaka. Les accords de Lusaka vont être signés, notamment avec les parties belligérantes, le Rwanda, le Ouganda, le Burundi, l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie et les autres pays, le Tchad qui étaient là et les autres pays vont signer, ce qui va faire en sorte qu'on va garantir la transition pour aller vers le nouvel ordre politique au Congo. Alors, de quel nouvel ordre s'agit-il? Depuis longtemps, dans les pays africains, on a toujours soutenu les dirigeants qui sont venus par des assassinats et des coups d'État. Les démocrates américains ont décidé qu'en Afrique, on ne pourra plus soutenir des dirigeants qui viennent par des coups d'État et des rébellions et des assassinats. On va soutenir maintenant des dirigeants qui vont émaner des élections. Mais les élections organisées par qui? Par nous. Financées par qui? Par nous, qui allons décider qui a gagné ces élections. Vous verrez, le laboratoire va être fait en Côte d'Ivoire. En 1999, la rébellion éclate aussi en Côte d'Ivoire. Ils vont créer la CENI, les commissions électorales nationales et indépendantes, qui sont en réalité des branches de l'ONU, des branches électorales de l'ONU, qui sont décidées par l'ONU, financées par l'ONU et par des pays membres permanents qui sont des grands contributeurs de l'ONU, notamment les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et autres. Donc c'est eux qui vont, la Belgique, qui vont piloter ces institutions-là. Je vous dis, vous verrez, regardez bien la crise ivoirienne. C'est la même chose qui a été faite en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qui va être faite au Congo. Donc on va aller vers la transition. Et pendant la transition, on va choisir des rebelles, des criminels, qui vont représenter différents pays. On verra la solution qu'on a appelée 1+4. Joseph Kabila avec 4 vice-présidents. Jean-Pierre Bemba représente l'Ouganda, vice-président chargé de l'économie et finances. Azarès Rouberois représente le Rwanda, vice-président chargé de questions territoriales, je ne sais pas et tout consort, parce que c'est lui qui devra donner des territoires au Rwanda. Il y a Zaïd Ngoma, Arthur Zaïd Ngoma, soi-disant sorti de l'opposition politique, qui représente la France et la Belgique dans ces affaires-là. Et il y a notamment, comment on l'appelle, les descendants de Mouzé, là, Yero Diabdoulaye Ndombati, qui va représenter plus le Congo, la RDC. Il était, voilà, c'est lui qui était considéré comme des nationalistes défendant le Congo sous l'ordonnance de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et puis il y aura Joseph Kabila. Joseph Kabila qui va être l'intérêt justement de l'Angola, le Zimbabwe, qui l'ont mis au pouvoir. L'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, tous ces pays-là. Mais qui est passible pour le Rwanda. Le Rwanda va l'accepter parce que c'est un élément malléable aussi pour le Rwanda. Donc il faisait l'unanimité, Joseph Kabila. Il faisait l'unanimité. Les Rwandais l'ont accepté, l'ont appuyé. Les Ougandais l'ont accepté.
par fidélité à Mouzé Laurent Désiré Kabila, les forces qui soutenaient Mouzé, lors de l'éclatement de la guerre de 2 août 1998, l'Angola, les Zimbabwe et la Namibie vont rester fidèles à Mouzé en soutenant aussi Joseph Kabila. Donc toutes les forces étaient unanimes sur la personne de Joseph Kabila parce qu'il passait partout. Même les Belges vont appuyer Joseph Kabila parce qu'il garantissait aussi les intérêts de la Belgique et de la France. Donc c'était le seul élément qui faisait les traits d'union de tous les intérêts, sauf les intérêts du Congo. C'est pourquoi on l'a accepté. Donc on l'a mis là. Donc on fait la transition. C'est en ce moment-là, lorsqu'il y a eu les accords de Lusaka, comme je vous disais, comme les accords d'Arusha, c'est là que va naître la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo qu'on a appelée la MONUC en 1999. Voilà où est née la MONUC. Et l'ONU va venir au Congo. Comme ils étaient en 1964, 61, 64, la MONUC va revenir encore. Parce qu'il faut veiller au nouvel ordre. Le nouvel ordre dont je vous disais, plus question des dirigeants venus des coups d'État et des assassinats, les dirigeants sortis des élections parce que les démocrates américains, donc la démocratie, ont décidé ainsi. Mais des élections décidées par nous, organisées par nous, d'où la nécessité des CENI, de ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous remarquerez qu'en Côte d'Ivoire, pour la première fois dans l'histoire du monde, c'est l'ONU, les États-Unis, la Grande-Bretagne, à travers leurs ambassadeurs qui vont décider qui est le vainqueur des élections en Côte d'Ivoire, proclamant le résultat d'ailleurs dans les fiefs d'Alassane Ouattara, faisant de lui président. L'ONU et les puissances contributeurs de l'ONU. Parce que je précise, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies était secrétaire du Premier ministre britannique et du président américain. Parce que lorsque l'ONU a été créée en 1945, c'est le président américain qui est là, et le Premier ministre britannique et leur secrétaire. Ces secrétaires-là, c'est ceux qu'ils ont transférés à l'ONU. Donc, il est là à leur service. Donc, pour défendre les accords de Lusaka, on va envoyer la mission de l'Observation des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Voilà comment est-ce qu'est née la MONUC. La mission de la MONUC, c'est la stabilité, la stabilisation, faire en sorte que les élections puissent avoir lieu, les élections qu'on va organiser nous-mêmes et tout ça. Ils vont faire leur magouille, ils vont organiser les élections. Comme je vous disais, l'unanimité se faisait autour de la personne de Joseph Kabila. On dit à Jean-Pierre Bemba, vous acceptez les résultats, on dit à Zaïd Ngom, on dit à tout le monde, parce que tout le monde a reçu $1 million du prêt de l'Union européenne. Vous acceptez le jeu, vous acceptez les résultats. C'est alors que vous avez entendu la phrase de Jean-Pierre Bemba qui avait dit « J'ai accepté l'inacceptable ». Je suis allé très vite en besogne. En 2001, c'est l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila continue à mettre à mal ces complots, ces plans-là. Donc, il faut l'abattre. Il faut l'assassiner. L'ONU présente, je dis bien l'ONU, depuis les accords de Lusaka de 1999, l'ONU est présente. Mouzé refuse les accords de Lusaka à un moment donné parce qu'on impose, comme Laurent Gbagbo avait refusé les accords de Marcoussis, on impose à un gouvernement souverain du peuple le même régime que tous les rebelles et les groupes armés et les Rwandais. Mouzé dit c'est inacceptable. C'est alors que les accords de Lusaka vont trébucher, il va avoir du mal pour que ces accords-là puissent avoir les jours. L'ONU décide en fait d'assassiner Mouzé. Et ces forces-là, les États-Unis d'Amérique, notamment en tête le président Bill Mouzé, l'ONU présente, je dis bien l'ONU présente. Le drapeau de l'ONU avait servi de lienceul lorsqu'ils ont assassiné Moulélé, lorsqu'ils ont assassiné Patrice Lumumba. C'est le même drapeau de l'ONU qui va servir de lienceul pour envelopper le corps de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voilà les sacrifices. Donc, on en vient maintenant, en 1900, après l'assassinat en 2001 de Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila qui faisait l'unanimité, je vous ai déjà dit, revient. Donc on part préparation, transition, 1+4, élection. En 2006, Joseph Kabila gagne les élections. Bemba accepte l'inacceptable. L'ONU reste dans le pays. La MONUC, on gonfle les chiffres des militaires. On était dans les 11 000, on vient vers 14 000, 15 000. Tous les pays doivent participer, tous les pays doivent piller, tous les pays doivent s'associer parce que le fruit juteux du Congo doit profiter à tout le monde. Tout le monde se tait. On tue, on criminalise, tout le monde se tait. L'ONU permet, c'est l'arbre qui cache la forêt, permet la multiplication des différentes forces. N'importe quel fonctionnaire va quitter la Belgique, créer une petite rébellion. Parce qu'ils sont sous couvert de l'ONU. Les ambassadeurs occidentaux qui sont dans nos pays, qui sont à l'est de la République, au Congo et qui vont à l'est, font la même chose. Parce que pour eux, ça doit être un chaos. Rappelez-vous que Jean Scram,
avait déclaré l'Est du Congo comme un État souverain indépendant. Jean Scram, c'est un mercenaire qui est venu avec Bob Denard, mercenaire français, soutenu par les médias et la communauté internationale. Lorsqu'il s'est déclaré, justement, il a déclaré l'Est du Congo comme étant un État indépendant et souverain. Vous voyez, dans les chefs des anglo-saxons, il faut que cette partie-là devienne un État souverain. Nous allons créer un État comme ils ont créé Israël à l'intérieur de la Palestine. Voilà le vrai enjeu du problème. Et l'ONU aura les mêmes comportements que l'armée israélienne a vis-à-vis des enfants palestiniens, l'intifada. Vous avez vu, ça s'est passé avec la MONUSCO. Les gens courent dans les rues pour caillasser les chars. Et l'ONU fait quoi? Tire. D'ailleurs, les Congolais, eux, n'ont même pas caillassé des chars. Ils sont sortis juste dans la rue pour réclamer. Donc, on quitte 2001. 2006, il y a les élections. Joseph Kabila gagne. On continue. Arrivé en 2010, on change le statut de la MONUC qui devient MONUSCO. Ce n'est plus simplement la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo, c'est devenu mission d'observation des Nations Unies et de la stabilité au Congo. Qu'est-ce qu'il faut stabiliser? Le nouvel ordre politique imposé par l'ONU, les États-Unis, les anglo-saxons, la Grande-Bretagne, la Belgique et bien évidemment, il faut associer les membres permanents, la France. Donc voilà d'où on en vient maintenant au statut de la MONUSCO. C'était en 2010. D'où il faut maintenir la stabilité parce qu'il y a toujours des poches de résistance. Demain, la situation peut être instable. Alors, il faut consacrer cette stabilité de façon définitive. La MONUSCO est au Congo. Alors, lorsque la MONUSCO arrive en 2010, la situation est complexe parce que Étienne Tshisekedi veut rentrer dans le jeu. Alors, Étienne Tshisekedi n'est pas en soi un homme contre fondamentalement l'Occident. Mais il est incontrôlable. Il peut se réveiller demain, il change des idées. Les Américains, les Belges ne veulent plus revivre ça parce qu'ils l'ont vécu avec Lumumba, ils l'ont vécu avec Mouzé Kabila. Parce que Mouzé Kabila, je vous rappelle, c'est eux qui l'ont recruté, l'AFDEL, Alliance de forces démocratiques. Ce sont les démocrates américains qui l'ont recruté, à travers Museveni et Kagame. Mais Mouzé leur a tourné le dos parce qu'il a les gènes du nationaliste comme le Lumumba, comme les Moulélé. Alors, Étienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qu'on contrôle mal. Il est bien évidemment dans le camp de l'Occident parce qu'il a été utilisé à un moment donné avec sa notion de la démocratie pour fragiliser Mobutu. On a eu besoin de lui pour ses services. Mais maintenant, Étienne Tshisekedi, on le craint parce qu'il a des élans parfois nationalistes. Étienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui peut se réveiller demain qui dit les Occidentaux, vous n'aurez plus ça, vous n'aurez plus ça, vous n'aurez plus ça. Il peut défendre le Congo, comme l'a fait Mouzé. Donc c'est un homme à ne pas soutenir. Alors, l'union sacrée s'est faite autour de Joseph Kabila. L'ONU doit encore organiser des élections et truquer. L'ONU organise des trucs, permet à Joseph Kabila de gagner les élections de 2011, alors que ce sont les élections gagnées par Étienne Tshisekedi. C'est alors que moi j'ai été arrêté en 2011, parce que je suis allé participer aux élections présidentielles, parce que j'étais en connaissance de ces complots. Et mon combat était justement contre ces forces. D'ailleurs, chose curieuse, c'est la représentante de la PNUD, enfant de l'Organisation des Nations Unies, j'en parlerai à la deuxième partie, c'est elle qui s'implique lors de ma libération. Elle était au four et au moulin. Parce qu'elle disait, elle est ghanéenne, que j'étais mise en résidence surveillée, j'étais séquestré comme Patrice Emery Lumumba. Et je risque d'avoir justement le même sort. Quand j'étais arrêté, tout le monde le sait, vous vous en souviendrez, où j'ai fait 17 nuits et 18 jours sous la terre dans le cachot souterrain de Joseph Kabila. C'est là où j'ai vu que les organisations au Congo sont organisées par l'ONU. En fait, il y avait les directeurs de la CENI qui étaient un Congolais, mais derrière, il y avait d'autres nationalités, d'autres populations africaines et autres, afghanes et tout, qui dirigeaient la CENI et qui dirigeaient l'ONU. Quand j'ai dit que Joseph Kabila n'a pas déposé des documents que vous m'avez demandé, c'est là qu'on a voulu m'assassiner. J'ai dit Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi, Kengo Adonde Vital Kamerhe. Parce qu'ils sont des représentants des forces X et Y au Congo. Donc voilà l'imbroglio qui a régné en 2011. Et on passe 2011, on continue. Joseph Kabila, les Occidentaux lui demandent de quitter. Pourquoi? Non pas parce qu'ils se sont fatigués de lui, parce que pour les Américains, Joseph Kabila est jeune. Il peut rester encore 30 ans. Joseph Kabila commet les crimes de lèse-majesté à un moment donné de faire l'équilibre, d'activer les cellules dormantes qu'avait déclenché son père Mouzé Laurent Désiré Kabila dans ce qu'il a appelé la coopération Sud-Sud, où il faut aller avec Cuba, avec la Chine, avec la Russie. Joseph Kabila va activer ces réseaux.
au sein toujours de l'ONU, il ne sort pas de l'ONU, mais en activant ces réseaux. Les États-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne et un peu la France se sont dit, ce type-là, c'est un homme à abattre. Il doit partir. Il n'a pas laissé les Américains et les Anglais, mais il a joué l'équilibrisme en permettant aussi à la Chine et aux autres de jouer le même jeu. C'est alors qu'il va donner des contrats à la Chine. Il va signer des accords militaires. Comme il y avait embargo, c'est le Cuba qui a acheté des armes pour le Congo et qui a cheminé à travers l'Angola pour Joseph Kabila. Et le Zimbabwe aussi, la Corée du Nord qui a envoyé à partir du Zimbabwe qui a cheminé pour Joseph Kabila. Joseph Kabila était armé, il a dit « Je n'ai plus besoin de la MONUSCO et de l'ONU, rentrez chez vous ». Donc il a voulu jouer la même carte que Mobutu. J'ai maintenant mon armée, sauf que son armée ne sera plus cette fois-ci l'œuvre des Américains et des Belges. Ça sera l'œuvre de force des cellules dormantes de son père, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc ils ont dit avec cette armée-là, c'est terrible. Et donc il faut faire en sorte que Joseph Kabila parte. Joseph Kabila fait tout, chasse l'ONU, finance ses élections pour que lui-même puisse se choisir véritablement qui va gagner. C'est alors que dans cet imbroglio, la France va rentrer et va jouer la partition du choix de Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi était un ami de longue date d'Emmanuel Macron. Il s'est rencontré souvent dans ce qu'on appelait les internationales socialistes. Dans d'autres forces, la France va se pencher sur Félix Tshisekedi. La Belgique va se mettre d'accord avec la France. Ils vont proposer le nom de Félix Tshisekedi. Joseph Kabila va aussi lui discuter avec Félix Tshisekedi. Parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui lui succède. Comme tout le monde l'a dit niet, il a dit bon, je vais me retirer. Parce qu'il sait, si tu t'entêtes, c'est le sort qu'on avait réservé à Mobutu. Comme il ne veut pas le sort réservé à Mobutu, il a accepté de lâcher. Mais il fallait quelqu'un avec qui il va mieux s'entendre. Alors, l'opposition politique qui était proche déjà des Rwandais dans la discussion politique, c'est l'UDPS. L'UDPS avait déjà discuté à longue date avec le Rwandais, notamment par l'entremise de l'ASD, l'Alliance de la sauvegarde du dialogue intercongolais, d'où les Ougandais ont voulu dribbler le Rwandais. Les Ougandais ont pris Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Tshisekedi a fait alliance avec Zacharias Roubaix-Roy. Donc, il fallait quelqu'un qui va s'entendre, qui peut faire l'unanimité sur ces questions. Donc, ils ont choisi nuitamment. Alors, pendant cette période-là, Joseph Kabila a commencé à demander à l'ONU de partir. Ce qui est devenu la MONUSCO. Il refusait de partir. C'est ce qui a maintenu ces forces-là jusqu'aujourd'hui. Parce que la MONUSCO, comme je vous disais, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tous les pays du monde qui sont dans le complot, qui veulent piller les richesses du Congo, rentrent à travers l'ONU et demandent à ce qu'il y ait leur part. Donc ils vont envoyer des militaires, des casques bleus pour aller piller. Donc voilà ce qui fait qu'en 2017-18, il y a élection. On donne le pouvoir à Félix Tshisekedi, mais à condition que l'ONU reste. Parce que l'administration du Congo, vous avez vu les cartes d'électeurs, c'est la CENI qui le fait. Je vous disais tantôt, la CENI, c'est l'ONU. Donc c'est l'ONU qui gouverne et qui dirige l'administration congolaise. Les cartes d'identité, les passeports, c'est le même qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Les cartes d'électeurs, les passeports ivoiriens sont aux mains de l'ONU. C'est pareil en République démocratique du Congo parce que c'est les deux tests pilotes qui ont été faits pour les élections et les dirigeants qui doivent émaner d'eux où l'ONU, les États-Unis et autres doivent décider. En Côte d'Ivoire, on a utilisé Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Et de l'autre côté, on utilise tous ces rebelles des 1+4. Donc voilà ce qui fait maintenant que l'administration congolaise est placée sous tutelle de l'ONU. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, maintenant, on peut comprendre ça par l'économie. Parce que les ressources minières du Congo sont placées sous tutelle de l'ONU. Il y a des zones où tu ne peux pas arriver sans l'ONU. Ce n'est pas parce que l'ONU a des tanks, des hélicoptères et des chars. C'est parce que l'ONU décide ainsi. Le territoire est administré. Parce qu'on administre un territoire. Vous administrez les territoires et vous administrez les habitants de ces territoires. L'ONU truc sur les chiffres des recensements et des crimes. Parce que pour l'ONU, il faut réduire le nombre des habitants congolais à l'Est pour permettre aux anglo-saxons de venir prendre ces territoires. Pour créer un État, comme je vous dis, il faut créer la réalité israélo-palestinienne en République démocratique du Congo, avec les événements qui se sont passés, avec l'opération Entebbe que je vous disais en Ouganda, avec les forces de la Mossad
de la CIA et autres qui ont amené les Kagame et tous les autres, dont toute l'histoire que je vous ai citée. Donc il faut en arriver à ce sens-là. C'est pourquoi la MONUSCO ne veut pas partir. C'est l'arbre qui cache la forêt.